disons, dans les raisonnements qui sont derrière les politiques publiques aujourd'hui, c'est mais pourquoi donc vouloir interdire un produit qui est considéré comme sain par la plupart des grandes agences de santé, par la plupart des médecins qui signent des appels. Et donc, quel est le raisonnement du législateur derrière? Et en fait, on s'aperçoit que, et c'est ça que moi qui m'intéresse beaucoup, le législateur vient d'ajouter en fait une troisième raison inédite pour enfreindre nos libertés. Alors, il y a deux raisons, disons, classiques. La première, c'est celle de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 4. Ma liberté s'arrête à ce qui nuit à autrui. Et donc, on comprend de ce point de vue-là qu'on puisse, par exemple, interdire lutter contre le tabagisme passif. OK. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de raisons qui a été développée et qui a été conceptualisée en France depuis les années 70, qui est nous allons interdire, l'État a le pouvoir d'interdire ce qui me nuit à moi-même. L'État peut faire mon bien contre moi-même parce qu'il a des meilleures raisons que moi-même pour choisir. Et ça, effectivement, ça légitime le discours sur le tabac classique et les impôts sur le tabac classique. Alors, moi, je suis en opposition avec cette logique, mais dans la cigarette électronique, on va encore plus loin, puisque là, les pouvoirs publics reconnaissent eux-mêmes qu'on ne se nuit pas à soi-même. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pourrait inciter d'autres ou s'inciter soi-même à plus tard se nuire à soi-même. Donc c'est un degré, si vous voulez, conceptuel supplémentaire, c'est-à-dire que on ne protège plus les gens contre eux-mêmes, on protège les gens contre la perspective même de la liberté. Et il est intéressant que justement, j'ai relevé dans le débat qui a eu lieu au Sénat quelques citations savoureuses de nos politiques qui disent exact ça de manière très explicite, laissez-moi les retrouver. Voilà, donc Michel Delaunay, sénatrice, je crois, socialiste, dit l'usage de la cigarette doit être limité dans les mêmes conditions que celui de la cigarette, car le geste lui-même peut être inducteur. C'est-à-dire que le geste même de fumer la cigarette électronique pourrait entraîner d'autres à fumer. C'est vraiment nous prendre, mais c'est plus pour des enfants, là, c'est vraiment nous prendre pour des crétins absolus. Est-ce que, par exemple, il faudrait interdire le geste de boire de l'eau parce que c'est le même que celui de boire du vin? Est-ce qu'il faudrait interdire le geste de l'infirmière qui fait une piqûre parce que c'est les mêmes gestes que celui qui va s'injecter de l'héroïne? Et la deuxième raison qui est invoquée, qui est encore meilleure, c'est là je cite, hein, c'est dans les comptes rendus du Sénat, dans les comptes rendus, et c'est dans l'exposé des motifs de l'amendement, de maintenir l'acceptation sociale de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des régulations pour faire accepter aux gens, donc on va mettre en place des interdictions pour faire accepter aux gens le reste des interdictions. C'est-à-dire qu'on les met en amont, au second degré. Donc ça va plus loin, si vous voulez, que le raisonnement habituel, puisqu'encore une fois, le législateur reconnaît qu'il n'y a pas d'argument de santé publique à proprement parler. Alors, j'en tire deux conclusions. La première, c'est qu'effectivement, on fait un pas de plus vers ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique, après son voyage aux États-Unis au XIXe siècle. Ce despotisme bureaucratique qui fait que l'infantilisation des citoyens peut s'accompagner des formes extérieures de la liberté, comme la participation au vote, et qu'aujourd'hui, on estime que les gens ne sont pas assez grands pour savoir s'ils veulent prendre un soda dans une machine à soda, mais en revanche qui serait assez grand pour voter les grandes décisions budgétaires de la nation, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Et Tocqueville dit bien, je ne vais pas tout vous citer, mais enfin c'est toujours un plaisir de relire ce texte, certes classique, mais qui ne prend pas une ride, qui dit « C'est ainsi que tous les jours, l'État, le pouvoir, rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. » Et cette sorte d'extinction du libre arbitre qui est derrière cette interdiction de l'e-cigarette dans les espaces publics, où ils ne font de mal à personne, même pas à moi-même, mais pourraient inciter des gens à penser peut-être un jour enfreindre une loi. D'un mot par rapport à Tocqueville, si je me souviens bien de mes lectures, est-ce que Tocqueville plaçait une limite à cela, à cet État qui
co-régimente avec l'individu l'ensemble de ses actions. Où va la limite? Vous parliez tout à l'heure du soda, le fameux manger, bouger, manger 5 fruits et légumes. Voilà, on est dans une forme d'infantilisation du corps social. Est-ce que vous voyez une limite à cela ou alors on est encore simplement au début? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un institut de sondage qui s'appelle Via Voice et qui a fait le premier sondage, à mon sens, demander aux gens, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'interdits, de contraintes et de surveillance en France? Et ce qui est amusant, c'est que c'est une question en fait qu'on ne pose jamais. Et les résultats sont absolument fascinants puisque 67% des gens pensent que oui. Et les 3/4, 77% des Français estiment que cela constitue des atteintes importantes aux libertés individuelles et expliquent même que ça les incite à s'engager dans une contre-société, elle, vraiment dangereuse, conduire sans assurance, aller acheter des cigarettes au marché noir, etc. Presque à la fois par confort et par révolte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement le dernier enseignement de ce sondage, c'est que ces chiffres sont encore plus forts dans les catégories populaires. C'est-à-dire qu'on vous dit souvent, ah oui, mais vous, bien sûr, l'élite, vous pouvez choisir parce que vous êtes bien éduqué. Et c'est ça le raisonnement le plus infantilisant. Et en fait, on s'aperçoit que c'est les classes populaires qui souffrent le plus de ce genre d'interdit parce que précisément, eux ne peuvent pas y échapper. Alors que les autres trouvent toujours des voies de contournement. Ensuite, sur l'information et le besoin d'information, c'est bien à ça que l'État doit servir, c'est à donner des informations neutres aux consommateurs et aux citoyens. C'est pour ça que je ne pense pas que l'État doit juste laisser chacun prendre ses propres décisions. Il doit donner à chacun, dans notre, doctrine, les moyens de son autonomie. Donc, c'est-à-dire l'éducation, l'information nécessaire, aussi neutre que possible. Et ensuite, c'est chacun choisir. Ce qui fait que pour moi, même poser un objectif de santé publique en disant on veut réduire de X morts par an n'est pas un bon objectif. Le bon objectif de santé publique, c'est on doit permettre à chacun de prendre ses décisions sur un certain nombre de faits. Alors après, il y a des doctrines un peu plus raffinées telles que le nudge, qui est intéressante, qui est disant bon, on laisse à chacun l'ensemble des choix, mais on propose un choix par défaut qui nous semble être le choix le plus simple pour l'ensemble de la société. Pourquoi pas? C'est de toute façon des méthodes beaucoup plus douces que les méthodes soit prohibitionnistes, soit de rétorsion fiscale que nos politiques français ont l'habitude de mobiliser. Et enfin, sur les États-Unis, effectivement, ce qui est toujours intéressant aux États-Unis, c'est que quelle que soit, la politique ou l'ambiance générale, il y a toujours des poches d'expérimentation et de contre-culture partout. Au New Hampshire, il y a des gens qui bâtissent le Free State Project, qui est l'idée de recréer une société sans État avec 20 000 personnes qui font des sortes de colloques qui sont entre le camp hippie et la conférence hayekienne. Donc, c'est toujours ces choses-là quand même assez folles et c'est formidable que ça existe. Et c'est d'ailleurs, je prends l'exemple du New Hampshire parce qu'il y a une statistique qui m'a toujours fasciné au New Hampshire, c'est que vous savez, le New Hampshire est le seul État des États-Unis où la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Et en fait, on s'aperçoit que 75% des gens mettent leur ceinture de sécurité et que dans les États voisins, c'est 84%. C'est quoi ma conclusion? C'est que dans le New Hampshire, 75% des gens informés du fait qu'effectivement, il vaut mieux mettre sa ceinture de sécurité, sinon on risque d'avoir des accidents plus graves, décident de le faire volontairement, et que dans les États voisins, c'est 16% des gens qui, eux, décident de contrevenir à la loi pour ne pas la mettre. C'est deux états d'esprit tout à fait différents, et vous voyez que le prix de la liberté, c'est juste ces 7% de marge d'erreur. Je pense que c'est un prix qui mérite d'être payé. Vous faites référence à Michel Foucault en indiquant l'État en vient au dressage des corps et à la répression de l'individualité. Surveiller et punir, 1975. Michel Foucault, c'est vrai, c'était assez parlant pour comprendre les tentatives de l'État d'assimiler la vape à tabac, à médicaments ou gestes interdits. Oui, alors non, j'ai pris Foucault précisément sur la question du geste. Parce que, comme je le disais, dans ces projets de loi, enfin dans l'argumentaire qu'il y a derrière ces projets de loi, c'est bien le geste qui pose problème. C'est dit tout à fait explicitement, c'est le geste de prendre la e-cigarette et puis de recracher de la fumée. Cette idée donc de contrôler un geste est, à mon sens, une nouveauté. C'est inédit dans le corpus législatif français. Ce qu'analysait Foucault, c'était dans le cas des prisons et des hôpitaux, comment précisément le pouvoir carcéral allait minuter les gestes et les comportements de l'individu, la manière dont il lève le bras, la manière dont il marche, comment tout ça s'inspirait des usages militaires,
et comment le but de la discipline, c'est pour ça que ça s'appelle surveiller et punir, était d'arriver à faire du corps de chacun une marionnette en fait, contrôlable et surveillable à volonté. Et donc c'est pour ça que, mais encore une fois, c'était limité à ces espaces qui étaient les hôpitaux et les casernes et les prisons, et même si Michel Foucault en tire une sorte de métaphore pour le reste du corps social. Mais là, à mon sens, dans ce projet de loi, c'est la première fois, mais je ne demande qu'à être détrompé, mais c'est la première fois que l'État cherche à réprimer un geste en soi, qui n'est nocif pour personne, qui ne fait de mal à personne. Donc voilà, et Foucault est toujours un auteur intéressant pour nous, parce que il a beaucoup écrit sur le libéralisme, et il a finalement une vision assez positive de ce mouvement d'idées, malgré l'impression qu'il peut donner parfois. Je ne crois pas à l'État minimum. Je pense que l'État a un rôle à jouer sur l'ensemble des politiques publiques, mais que le prisme de son action doit être l'autonomie individuelle. Et dire qu'on veut que les gens soient autonomes, c'est pas les laisser faire. C'est au contraire leur donner les moyens de l'autonomie. Et ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour la liberté d'expression, ça vaut pour la santé. Donc il y a plein de politiques publiques à mener. Mais à mon sens, ces politiques publiques actuelles sont menées du point de vue de l'hétéronomie, où puisqu'on se dit, puisque les gens ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, on va les contraindre, les forcer, les obliger, que ça soit pour investir, et ça va être la Banque publique d'investissement qui va dire à votre place quels sont les secteurs d'innovation de demain, ou dans leur comportement, et ça va être les lois sur les cigarettes, les machines à soda, l'incitation à la maigreur, etc. Il y en a quasiment une par mois. Mais je vois un rôle fort à l'État, et je pense même d'ailleurs que ce rôle de l'État et ce libéralisme-là, c'est le libéralisme proprement français, celui des révolutionnaires. C'est ce que Rosan-Vallon a théorisé sous le nom de jacobinisme libéral, c'est-à-dire un État très fort, la suppression de tout intermédiaire entre l'État et l'individu, et un État qui est là pour être une force libératrice par rapport à un individu. Et en France, tout au long du XIXe siècle, au contraire, étatisme et libéralisme ont été main dans la main et on ne peut pas les opposer.